Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un produit qui se trouve juste devant moi, dans sa boîte ici. Il s'agit d'un boîtier Sonoff Dual. Alors ce truc là m'a été envoyé par la marque iTeed qui produit et distribue ces trucs là. La marque iTeed qui est une marque chinoise qui a plus de 15 ans maintenant. Et ils m'ont envoyé donc un boîtier Sonoff Dual. Sonoff Dual de dernière génération, donc les plus récents qu'on peut trouver actuellement. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que les boîtiers Sonoff Dual, ce sont tout simplement des interrupteurs connectés. L'idée c'est que ce truc là, vous pouvez y brancher des appareils et ensuite vous pouvez le commander à distance via une application sur smartphone pour tout simplement allumer et éteindre vos appareils à distance. Alors mon boîtier Sonoff Dual, j'ai décidé de le mettre dans mon imprimante 3D puisque c'est justement un modèle dual, c'est-à-dire qu'on a une entrée pour deux sorties que l'on peut commander séparément. Bien sûr il existe des modèles avec une seule entrée, une seule sortie ou des modèles un peu différents encore. Mais le modèle dual, donc, il peut commander deux sorties. Puisque donc, dans la première vidéo que j'avais faite à propos de la Net A8, une vidéo assez longue où vous avez parlé un petit peu de l'imprimante, je vous mets le lien par ici, quelque part au niveau de cette lampe. Donc dans la première vidéo que j'avais faite, je vous avais parlé de mon montage avec deux blocs d'alimentation. Utiliser le bloc d'alimentation d'origine et un bloc d'alimentation de PC en plus. Donc deux boîtiers, deux blocs séparés. Vous avez été nombreux à poser des questions, donc je ferai une vidéo qui arrivera prochainement à propos de ça et de quelques petits autres trucs également. Mais donc mon boîtier Sonoff Dual, si j'ai demandé un modèle dual, c'est tout simplement parce que je peux piloter deux sorties pour commander chacun de mes deux blocs d'alimentation séparément. Alors le boîtier Sonoff arrive dans sa jolie boîte en carton. Tout ce qu'il y a à faire, c'est enlever le papier bulle. Honnêtement, c'est pas la tâche la plus compliquée du monde. Et on trouve donc à l'intérieur la petite boîte en carton Sonoff Dual, badgée Sonoff Dual, avec à l'intérieur le boîtier en lui-même avec l'électronique et tout ce qui nous intéresse finalement, ainsi qu'un petit coupon de garantie sans grande importance. À l'arrière du boîtier, on retrouve les QR codes qui permettent d'installer l'application pour iOS, pour Android et de retrouver le guide d'utilisateur. Et on trouve également sur le flanc de la boîte quelques informations techniques, à savoir donc les certifications Wi-Fi, donc BGN, puisque ce boîtier vient se connecter en Wi-Fi à votre réseau local pour ensuite être commandé à distance. On sait également que le boîtier est compatible donc avec le courant alternatif de 85 à 250 volts en entrée et qu'il peut sortir une puissance de 2200 watts sur une sortie ou bien 3500 watts sur les deux sorties. Voilà un petit peu pour ce qu'il y a dans la boîte et les spécifications. Le boîtier en lui-même, donc c'est un boîtier en plastique blanc tout con. On retrouve bien sûr l'endroit où on vient passer les fils, donc, puisque ce boîtier-là est à câbler vous-même, donc l'endroit où on vient passer nos fils électriques. On retrouve également un bouton pour le Wi-Fi, donc un bouton qui va permettre d'allumer le mode couplage sur le boîtier, donc pour pouvoir connecter le boîtier à votre box ou votre routeur. On retrouve également donc des points de fixation en haut notamment où on peut mettre une vis pour fixer le boîtier sur un mur par exemple ou n'importe où. Et on retrouve également un petit trou latéral avec ce qui semble être des pins de connexion derrière. Donc ça je ne sais pas trop encore à quoi ça sert. Voilà, je regarderai ça d'un peu plus près. Voilà pour le boîtier Sonoff en lui-même. Pas grand chose. Maintenant tout ce qui me reste à faire c'est monter le boîtier dans mon imprimante 3D, le tester pendant quelques jours et revenir vers vous pour vous donner un petit peu mon avis. Peut-être qu'avant je fais un petit tour d'électronique quand même pour vous montrer et vous parler un petit peu de l'électronique, comment c'est fait là-dedans. Mais je vais installer tout ça et je vous donne mon avis après. Alors je viens de démonter le boîtier Sonoff pour pouvoir le fixer proprement dans mon imprimante 3D. Ce qui me permet de vous montrer un petit peu l'intérieur du module. Alors on voit que c'est assez bien fait, étonnamment, oui c'est plutôt bien fait, puisqu'on trouve donc ici un fusible qui est la protection, les deux relais sont là, donc c'est bel et bien une commande par relais. Donc ici on a la partie certainement circuit d'alimentation, avec le bouton pour le Wi-Fi ici, deux LED qui se trouvent là. D'ailleurs des LED dont une qui semble être à deux couleurs, puisqu'on a trois branches. Ici, juste ici, vous voyez qu'on a bouton 0, bouton 1, masse. Donc à mon avis ce truc là sert à prendre le contrôle entre guillemets en manuel, c'est-à-dire qu'on peut peut-être contrôler par là les interrupteurs, à moins que ça soit pour pouvoir faire en sorte que ça soit allumé de base et éteint, je sais pas trop, je vais me renseigner un petit peu sur la notice. Et au-dessus on a des ports donc, de connexion avec visiblement donc VCC, Ground, TX, RX, donc certainement du série, un protocole série. Ici pareil VCC, c'est C2K, C2D. Et masse encore une fois. Donc, à mon avis, ces ports-là doivent servir à reprogrammer ou du moins à pouvoir accéder à la mémoire qui est stockée dans l'EEPROM derrière, puisqu'on a bien sûr un module Wi-Fi, etc. Donc, c'est possible qu'on puisse reprogrammer tout ça. Alors, le boîtier Sonoff Dual, je vais commencer
par vous parler un peu donc de l'installation du boîtier. On va essayer de faire un peu les choses dans l'ordre. Honnêtement, l'installation du boîtier est plutôt simple, même un peu plus simple que je l'aurais imaginé. Donc ça se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut que vous installiez l'application donc qui s'appelle eWeLink. C'est pas une application qui s'appelle Sonoff ou iTunes, non. L'application s'appelle eWeLink. Donc vous avez bien sûr les QR codes comme je vous avais montré juste avant au dos de la boîte. Donc l'application pour Android ou pour iOS, vous l'installez. Dans le cas des boîtiers comme le mien, Sonoff, Sonoff Dual, etc., donc ceux qui sont à installer soi-même, enfin du moins à faire les raccords soi-même, donc il faut bien sûr avoir d'abord fait l'installation électrique, mais si vous avez un simple bloc prise par exemple, ça va beaucoup plus vite. Donc une fois que ça c'est branché, il faut bien sûr mettre sous tension le boîtier. La petite LED bleue que vous pouvez peut-être apercevoir à l'écran, la petite lueur, donc c'est une LED bleue qui se voit beaucoup moins à la caméra qu'en vrai d'ailleurs. Cette LED bleue va clignoter, ça vous indique que le boîtier n'est pas connecté. Il faut appuyer 5 secondes sur le bouton qui se trouve donc sur le boîtier Sonoff. Le rythme de clignotement de la LED change, il me semble. Ensuite, donc, il faut reprendre l'application donc eWeLink, il faut faire ajouter un périphérique, entrer votre SSID Wi-Fi et votre mot de passe, donc le nom de votre Wi-Fi et le mot de passe, et automatiquement, quelques secondes, quelques dizaines de secondes, le boîtier va se connecter. Alors je ne sais pas trop quel protocole d'ailleurs se cache derrière ça, comment est-ce que le mot de passe et le SSID d'ailleurs est envoyé au boîtier pour qu'il puisse se connecter à votre Wi-Fi, mais bon, ça se fait assez facilement. Donc une fois que le boîtier se connecte, donc il arrive à se connecter assez rapidement, la LED bleue donc arrête de clignoter et devient fixe, ça veut dire que le boîtier est connecté à votre Wi-Fi, et à partir de là, dans l'application eWeLink, vous avez le périphérique qui apparaît et vous pouvez le commander. Alors pour parler de l'application eWeLink justement, je vais vous la montrer un petit peu. Donc le boîtier, il faut d'abord bien sûr qu'il soit sous tension, il faut que la LED bleue soit fixe pour vous indiquer que le boîtier est connecté au Wi-Fi. Et ensuite il faut lancer l'application eWeLink comme vous pouvez la voir ici. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée de filmer un écran avec une caméra, mais ici donc j'ai ajouté mon périphérique, donc que j'ai renommé Anet A8 avec deux boutons, imprimante et Alim 2. C'est normal puisque j'ai un Sonoff Dual. Si vous avez un boîtier avec une seule commande, enfin une seule sortie, vous n'aurez qu'un seul interrupteur, s'il existe d'autres modèles. En bas on retrouve le bouton plus donc qui permet d'ajouter un périphérique. Vous voyez que ça se fait en 4 étapes, donc c'est vachement facile, vachement rapide. Et vous pouvez ensuite avoir accès voilà, à votre compte avec donc compatible avec Amazon Echo, Google Home, Google Nest. Vous pouvez faire donc changer la langue, mot de passe, etc. Ça c'est tout ce qui touche à votre compte. Pour ce qui est du boîtier, donc vous pouvez le commander avec les deux interrupteurs qui sont ici. Bien sûr ici moi je n'ai qu'un seul boîtier, donc j'ai que ça qui s'affiche. Si vous avez plusieurs boîtiers, vous avez une liste qui va descendre en dessous. Donc vous pouvez les commander d'ici ou alors vous pouvez appuyer sur la petite flèche. Et là vous avez une présentation donc avec deux interrupteurs. Si le boîtier n'est pas connecté, parce que si vous débranchez le boîtier, par exemple dans le cas présent avec mon imprimante je peux le faire puisque j'ai un interrupteur qui permet de couper au général derrière. Donc si je coupe le boîtier, enfin l'alimentation, bien sûr ça va s'afficher comme étant hors ligne et bien sûr je ne pourrai pas commander l'interrupteur. On a bien sûr la possibilité de programmer des tâches journalières ou mensuelles ou annuelles, ou enfin voilà, on peut, vous voyez qu'ici, hop là, on a date, heure, on peut ajuster, faire en sorte que tous les 23 mars, le boîtier s'allume, s'éteigne pendant 10 secondes, enfin bon voilà, on peut s'amuser à faire encore une fois des programmations, et on a également un mode timer donc qui permet de faire en sorte que par exemple au bout de 10 minutes d'allumage, eh bien l'interrupteur numéro 2 s'éteigne ou s'allume au bout de 5 minutes de veille, enfin bon voilà. On peut faire un peu ce qu'on veut. Sinon, pour ce qui est des paramètres, donc au-dessus vous avez les paramètres, donc vous pouvez changer le nom de l'appareil, le canal 1, le canal 2, donc les noms qui vont avec, le firmware vous pouvez mettre à jour, et vous pouvez faire en sorte, par exemple, voilà, ça c'est également très intéressant, état de mise sous tension, donc quand vous mettez sous tension le boîtier, il peut être soit allumé, soit éteint, soit resté sur la dernière position à laquelle il était avant de se retrouver hors tension. Donc ça c'est pratique aussi. Sinon, pour allumer, c'est simple, hein, vous avez simplement à appuyer sur les interrupteurs. Voilà, ici j'allume mon imprimante, et ici j'allume l'alimentation secondaire. Donc avec mes LED qui clignotent. Et je peux couper de la même manière, en appuyant dessus. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, oui, maintenant je peux vous le confirmer, l'application fonctionne bien sûr en Wi-Fi quand vous êtes sur votre réseau local, mais l'application peut être commandée depuis n'importe où, que vous soyez en 4G ou en Wi-Fi chez quelqu'un d'autre par exemple, ou sur un spot Wi-Fi public, vous pouvez commander vos appareils depuis finalement n'importe où dans le monde, donc ce qui est vachement pratique. Voilà pour ce qui était de l'installation et de l'utilisation. Alors l'application est plutôt bien finie, étonnamment, on pourrait se dire parfois que avec ce genre d'appareil, des fois on ne sait pas trop ce que l'application qui gère tout ça vaut, etc. Honnêtement c'est pas si mal que ça.
Bon, peut-être qu'il pourrait y avoir quelques fonctionnalités en plus, mais bon, il y a déjà tout le nécessaire, je dirais, c'est pas mal du tout pour une utilisation assez basique. Voilà, pour ce qui est de la fabrication du boîtier, donc de l'électronique, je vous en avais parlé juste avant, normalement vous avez vu ça un peu avant dans la vidéo. L'électronique n'est pas de mauvaise qualité, elle est plutôt tout à fait potable. Le système est basé sur 2 relais, donc c'est des bons vieux relais classiques, qui ont l'avantage normalement d'être solides et fiables. Le seul petit défaut, c'est qu'à chaque fois qu'on allume et qu'on éteint, ça fait claquer le relais forcément, donc on entend un petit clic, mais honnêtement, si c'est que ça le problème, ça va. L'électronique a l'air de bonne qualité, j'ai regardé un petit peu, ça a l'air plutôt bien fait, les soudures sont bien faites, tout semble tout à fait correct. Pour ce qui est des petites connexions que je vous avais montré juste avant, donc on trouvait une espèce de connexion série, etc. Effectivement, il est possible de reprogrammer ces boîtiers. Donc il suffit de les brancher à un PC, alors il faut des convertisseurs série USB éventuellement, ce genre de choses. Je ne sais pas d'ailleurs exactement quels protocoles sont utilisés, je ne me suis pas encore trop penché là-dessus, mais on peut reprogrammer les boîtiers avec des firmware custom. Alors ça se programme apparemment un petit peu comme un Arduino, enfin du moins c'est proche d'un Arduino au niveau programmation, et donc on peut ainsi faire en sorte de modifier le comportement du boîtier, modifier les fonctions du boîtier. Je sais par exemple qu'il est possible de rendre les boîtiers Sonoff compatibles avec Octopi, justement, donc avec les Raspberry Pi et Octoprint. Il existe donc des firmware modifiés qui permettent de faire en sorte que le Raspberry Pi avec Octopi puisse contrôler le boîtier Sonoff et éteindre par exemple par lui-même l'imprimante une fois que l'impression est terminée. Donc on peut par exemple via un firmware custom faire ce genre de choses. Tant qu'aux 2 connexions, donc bouton 0 et bouton 1 qu'il y avait, donc avec les petites broches, donc les 2 masses et bouton 0, bouton 1, en fait par défaut elles n'ont aucune utilisation, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre un interrupteur ou un cavalier, un jumper par exemple pour pouvoir allumer manuellement, ce genre de choses, non, de base ça sert à rien, et on peut potentiellement les exploiter avec un firmware custom, mais encore je suis pas sûr, hein, apparemment c'est assez compliqué, donc voilà, il faut un peu laisser tomber l'idée de brancher un interrupteur là-dessus et de pouvoir reprendre manuel, même si on peut faire ce genre de choses avec d'autres solutions, c'est pas aussi simple que de brancher un petit switch dessus et de pouvoir commander. Pour ce qui est de la consommation en veille, consommation au repos, donc comme le boîtier est actuellement par exemple, c'est-à-dire sans appareil derrière en fonctionnement, la consommation annoncée est, il me semble j'avais lu ça, de 1 mW, donc 1 mW ce qui est vraiment très faible. Honnêtement je pense pas que la consommation soit de seulement 1 mW, je pense qu'elle est un peu plus élevée, comme par exemple 10 mW, mais honnêtement ça reste très peu. Donc ça veut dire que même un boîtier qui consommerait 10 mW, ça vous coûterait en gros 1 centime par an si le boîtier reste sous tension 24 heures sur 24. Or, bien sûr, la consommation des appareils qui se trouvent derrière. Mais si le boîtier restait en veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 1 an, ça vous coûterait 1 centime sur votre facture d'électricité en plus. Donc honnêtement, ça va pas loin et bon voilà, c'est une consommation qui est très modeste, ce qui est tout à fait normal puisque le boîtier embarque une puce Wi-Fi basse consommation, donc le genre de puce Wi-Fi qu'on trouve dans des Arduino par exemple, ce genre de choses quand on a des cartes compatibles avec le Wi-Fi. Donc c'est des trucs vraiment basse consommation, c'est normal que la consommation soit si peu élevée. À mon avis, ce qui consomme le plus, ça doit être la LED qui se trouve sur le boîtier, si vous voulez mon avis. Donc voilà, c'est vraiment pas grand chose. Sinon pour la construction en général, le boîtier en plastique, donc c'est plutôt pas mal. Donc le trou, il y a un passage donc, pour une vis en haut du boîtier que vous pouvez peut-être voir actuellement, d'ailleurs j'ai peut-être zoomé un peu. Voilà donc le petit guide qu'il y a en haut pour la vis que je vous avais montré d'ailleurs avant il me semble. Ce petit truc là sert bien pour mettre une vis et il y a un trou également à l'intérieur du boîtier, donc je vais essayer de vous montrer ça, voilà, derrière la trappe là, il y a un trou qui permet de mettre une vis également, donc de fixer le boîtier avec 2 points de fixation, 2 points d'ancrage et donc de ne plus bouger. Et ça marche d'ailleurs très bien. Sinon, donc la petite trappe qui est au-dessus, vous voyez qu'elle ferme un peu mal dans mon cas à moi, puisque si les fils sont un peu épais, eh bien la trappe se retrouve comme ça un peu flottante, donc bon, c'est pas exceptionnel, bon, c'est ce qui permet de tenir les fils. D'ailleurs, un petit point négatif, petit aspect négatif, un truc que j'aime pas trop, c'est que le boîtier est doté de raccords rapides, enfin de connexion sans vis au niveau des fils. Vous allez pu voir ça après, je vous mettrai peut-être une incrustation. C'est-à-dire que ce sont des raccords, donc ce ne sont pas des dominos avec des vis ou des raccords à vis, ce sont des petits trucs où on appuie dessus et ça vient bloquer le fil. C'est ce qui est assez courant d'ailleurs aujourd'hui, et honnêtement je suis pas un énorme fan de ce genre de système. En fait, si vous voyez pas trop le fonctionnement de ces trucs là, il faudrait que je trouve un schéma quelque part sur internet. En fait, vous venez appuyer dessus, c'est une petite lamelle en cuivre généralement qui est montée un petit peu sur ressort, qui vient s'enfoncer, elle est perforée, vous venez glisser le fil dedans et quand vous relâchez, ça vient pincer le fil et faire le contact électrique en même temps. Le problème avec ces trucs là, c'est que des fois on a tendance, si on envoie le fil un peu trop loin,
à parfois pincer la gaine et non pas le cuivre, donc le contact électrique ne se fait pas. Et généralement ces trucs là retiennent moins bien les fils que quand on avait des connexions style domino, donc avec des vis, où on pouvait bien serrer et faire en sorte que ça bouge plus. Avec ces trucs là, des fois les fils de cuivre ont un peu tendance à glisser. Alors dans le cas de boîtier Sonoff, justement, il y a la petite trappe en plastique que je disais qui s'emboîtait un peu mal, qui est justement faite pour pincer les fils et éviter que si on tire un peu dessus, ça vienne se débrancher, se déconnecter. Mais voilà, je suis pas un grand fan de ce genre de truc. Bon, l'avantage c'est qu'on n'a pas à sortir de tournevis pour installer. Une autre petite remarque également, deux autres même petites remarques, au niveau du bornier justement où on vient raccorder les fils, c'est que déjà premièrement les fils qui se trouvent à chaque extrême, donc du côté, de chaque côté du boîtier, donc sont un peu masqués par le plastique, donc ça peut être un peu dur de mettre le fil parce qu'on ne peut pas appuyer avec son doigt, donc on est obligé par exemple de sortir un tournevis pour appuyer dessus. Voilà, pour vous montrer un peu ça, ce serait, vous avez une borne qui se trouve hop, juste derrière là, la petite truc en plastique, je vais vous montrer ça un peu plus précisément. Je vais vous pointer ça avec un tournevis, puisqu'on a une borne donc, qui se trouve juste derrière là, sous la partie en plastique là, on a une autre borne qui se trouve de l'autre côté au niveau là, bon d'accord, mon tournevis se voit pas trop. Donc on a deux bornes à l'opposé de chaque côté qui sont un peu masquées par les rebords en plastique un peu épais sur le côté. Donc ce qui fait que ça peut être un peu compliqué d'installer ces deux fils, surtout si vous faites ça dans un espace un peu exigu, étroit, où vous n'avez pas trop d'accès. Et une autre petite remarque également, c'est que le boîtier n'a pas de connexion pour la terre, donc par exemple dans mon cas à moi, j'ai dû rajouter un domino qui se trouve juste derrière là, derrière la tige lisse, donc vous voyez peut-être les fils de terre, la couleur du moins qui arrive derrière, puisque le boîtier de base n'a pas de connexion pour la terre, donc si comme moi vous êtes avec des appareils électriques qui ont besoin de la terre, enfin en tout cas c'est vachement conseillé quand même de mettre la terre pour des raisons de sécurité, il faut toujours raccorder les appareils à la terre s'ils le demandent. Voilà, donc il faudra rajouter, comme j'ai fait moi, un domino pour faire les connexions avec la terre. Voilà, petit message également, c'est que ce boîtier donc est un peu, comme je l'ai dit un peu avant, brut. Faut faire ses raccords soi-même. Bien sûr, je sais que tout le monde ne s'y connaît pas forcément en électricité, quoique installer un boîtier comme ça, c'est pas compliqué du tout. Mais voilà, il vaut mieux faire appel à quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que de faire des conneries, parce qu'avec l'électricité, ça rigole pas en général. Donc si vous voulez installer ce genre de boîtier et que vous savez pas trop faire de l'électricité, demandez à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, plutôt que de vous lancer vous-même là-dedans, puisque voilà, il faut respecter quelques règles, comme par exemple toujours brancher la terre si vous avez des appareils qui ont la terre, qui réclament la terre. Par exemple, le bloc d'alimentation par défaut de la Net A8 a besoin d'une connexion à la terre, étant donné que la carcasse est métallique, donc voilà, il faut toujours tout bien installer. Alors j'ai zoomé d'un peu plus près pour vous parler d'un truc, je crois que j'avais fait la remarque d'ailleurs dans la première partie de la vidéo, c'est le nom des sorties. Donc il y a une sortie qui s'appelle sortie 1 et une deuxième sortie qui s'appelle sortie 2, donc jusque là logique. Le problème c'est que sur le boîtier en plastique, la carcasse en plastique, donc la sortie 1 c'est celle qui se trouve à gauche et la sortie 2 c'est celle qui se trouve à droite. Donc si vous ne voyez pas les deux sorties, je vais essayer de vous pointer ça, il y en a une qui se trouve là et une qui se trouve là. Donc sur le boîtier c'est labellisé comme ça, sortie 1 à gauche, sortie 2 à droite. Sur le PCB, donc sur la carte électronique, c'est l'inverse. La sortie 1 est à droite, la sortie 2 est à gauche. Et en fait, c'est l'écriture sur le PCB, donc sur la carte électronique, qui est la vraie. La sortie 1 et la sortie 2 sont inversées par rapport à ce qui est écrit sur le boîtier. Donc je ne sais pas si c'est une erreur dans l'impression du boîtier, donc du plastique, ou je ne sais pas trop qui est-ce qui a déconné dans le processus, mais c'est inversé. Donc entre le logiciel, donc l'application, ce qui est écrit sur le PCB, ça correspond, mais ce qui est écrit sur le boîtier en plastique est faux. Donc il ne faut pas respecter ça. Le problème c'est que ça peut être un peu déroutant si vous voulez absolument que la sortie 1 soit tel appareil et la sortie 2 l'autre. Il faut respecter ce qui est écrit sur la carte électronique. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour. Le boîtier est bien sûr compatible ROS, donc normalement il est fait à l'étain sans plomb. Ça je peux pas vous le vérifier, mais à mon avis oui, puisque c'est commercialisé, donc ça doit être aux normes. Sinon, bah oui, il me reste le tarif, je crois que je vous ai toujours pas donné le tarif d'ailleurs de ce truc là. C'est un boîtier qui vaut normalement environ 10$, donc 10$ ça fait encore moins en euros, sachant qu'on le trouve pour 8-9$ en général, hein. Il y a toujours des petites réductions, promotions. Donc 8-9$, bon voilà, vous convertissez ça en euros, ça fait encore un peu moins, ce qui est vraiment pas très cher pour un boîtier comme ça. Alors c'est pas la seule référence sur le marché, hein. Il y a d'autres petits boîtiers comme ça, mais bon, celui-là maintenant que j'ai testé, bah, je peux que vous le recommander. L'application est pas mal, compatible donc avec les assistants de chez Amazon et Google. La qualité du boîtier est pas mal non plus. Je pense que c'est assez fiable, ça reste à voir, mais à mon avis ça posera pas trop de problème. On peut le commander depuis n'importe où. L'appairage avec votre Wi-Fi, l'application et tout se fait assez facilement. Il y a quelques petits défauts, mais honnêtement ça va pas loin. Et pour le prix, je pense que c'est pas une mauvaise affaire. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Je pense qu'elle est assez complète et assez longue.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.